En fait, pour être sincère avec toi, j'ai fait une erreur. J'avais besoin de l'OM, autant que l'OM avait besoin de moi, ça c'est la vérité. Mhm. Il y avait un joueur qui s'appelait Zinedine Machache. Il rentrait un peu avec nonchalance et il perdait des ballons. Et là, je rentre au vestiaire et je pète un plomb. Je l'ai attrapé comme ça, je l'ai secoué, je cassais tout. Je lui dis, je vais le tuer, laissez-moi et tout là là. En sortant, Frédéric Antonucci, il me dit, c'est bien, mais il faut que ça dure 15 ans, tu vois. Salut les amis, Bafé, Team Bigomis, présent dans Call Interview, c'est exceptionnel. Et qui dit invité exceptionnel, dit jeu concours exceptionnel. Alors on vous offre le maillot dédicacé de Bafé. Et pour participer au jeu concours, il vous suffit d'une, de vous abonner à la chaîne Call Interview, de deux, d'ajouter en commentaire votre nom Instagram pour qu'on puisse vous retrouver si vous êtes le gagnant. Et à ça, en commentaire, vous ajoutez la réponse à la question, qui sont les deux joueurs qui ont fait rêver Bafé en équipe de France. La réponse sera dans la vidéo, je compte sur vous. C'est parti, Bafé. Comment tu vas, mon ami? Ça va bien. Un plaisir de participer à cette interview avec toi. Merci de l'invitation. Je te suivais et puis je me disais à quand mon tour. Et puis on a réussi à trouver un créneau, donc je suis content. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu plus au foot parce que c'est un peu pour ça que tu es là. Et on va parler un peu de ton actu. C'est riche. Il y a un retour à Galatasaray qui s'est fait assez fraîchement. Raconte-moi un petit peu, parce que tu me l'as dit un petit peu en off, ça s'était super bien passé en Arabie Saoudite. C'était une expérience riche, comme tu m'as dit. Mhm. C'est quoi qui a forcé ou qu'est-ce qui a fait qu'un retour à Galatasaray était possible pour toi? En fait, j'avais tout gagné en Arabie Saoudite sur le plan collectif ou individuel. Je ne voulais pas rester dans ma zone de confort parce que c'est un danger quand tu prends de l'âge Ouais. de faire moins d'efforts. J'avais besoin d'un nouveau challenge qui puisse me pousser à jouer, à marquer. Et j'avais cette histoire avec Galatasaray qui était inachevée, qui n'était pas terminée. Et le fait de les voir dans une situation difficile, après ma résiliation, ils m'ont sollicité, ils m'ont sondé. Et puis, c'est tout de suite devenu ma priorité. Je t'avoue, j'ai été flatté par le nombre de sollicitations que j'ai eues, notamment par des clubs européens et Mhm. français. Mais j'avais une belle histoire d'amour et j'avais bien aimé le fait de vivre sur les rives du Bosphore, à Istanbul, qui est une ville, pour moi, l'une des meilleures au monde, c'est cosmopolite, c'est une énergie. Tu me dis qu'il y a eu des clubs français qui t'ont sollicité notamment. Mhm. À quel point un retour en France était tentant? Parce que dans quel contexte, en fait, toi, ça t'aurait intéressé? Est-ce qu'il fallait que ce soit un club du haut de tableau qui joue l'Europe? Est-ce que c'était des clubs très définis comme Saint-Étienne, Non, l'OM? sincèrement, voilà, j'ai eu des sollicitations de mes anciens clubs, notamment pas mal de sollicitations en Ligue 1, mais il y a eu un projet vraiment, je vais citer le nom, Reims. Ouais. Vraiment, les dirigeants m'ont présenté un bon projet afin d'accompagner cette jeunesse parce qu'ils ont des bons petits joueurs qui arrivent à maturité. On va aller à Saint-Étienne, où tu fais tes débuts pro. Ta carrière à Saint-Étienne, c'est 2004-2009 en pro. Tu débutes, tu as 19 ans. Mhm. Quand j'ai repris les chiffres des dernières étapes, de toutes les étapes de ta carrière, je vois qu'au milieu de ton parcours à la SSE, il y a un prêt à 3. Mhm. Et dans ce prêt à 3, on sent un déclic. On sent au niveau des grands, entre guillemets, il y a un déclic qui se fait dans ta tête, dans tes performances, dans tes stats. Est-ce que c'est comme ça que tu le vois, toi, quand tu regardes par-dessus ton épaule? Vraiment, c'est le vrai déclic de ma carrière. D'accord. Franchement, tu tapes dans le mille parce que tu sais, quand je suis avec Elibop, je rentre après la montée, dans l'euphorie et tout ça, on s'aperçoit, c'est pas la faute d'Elibop. C'est vrai que j'étais un peu tendre aussi. Il Mhm. a cru en moi, il a essayé et j'étais un peu tendre. Je fais des petites apparitions, mais voilà, je vois que la marche est trop haute. Mais je voulais m'accrocher, je voulais y croire à la belle histoire. Et un jour, on m'appelle et on me dit, bah écoute, on me donne pas le choix parce que j'avais pas d'argent. C'était mon frère qui s'occupait de moi. Il me dit, bah, demain, tu pars à 3. On s'est arrangé pour ton salaire, ils prennent en charge et tout ça. Mhm. Tu pars. J'avais pas le choix. Écoute, je regarde le classement, je vois que 3, ils se battent pour une place en montée et tout ça. J'ai même pas parlé avec le coach s'il comptait sur moi ou pas. Je connaissais pas Jean-Marc Furlan, mais ça a été un déclic où du jeune qu'on voyait quand j'arrivais au vestiaire à Saint-Etienne, tu passes à un joueur important. Putain, ça c'est un joueur qui vient de la Saint-Etienne, il est prêté à 3, donc les joueurs à 3 quand ils arrivent, ils me regardent avec un regard. Putain, il va nous apporter. Et c'est pas le petit, t'es Ouais. considéré comme un joueur important de l'équipe. Mhm. Et le fait d'avoir cette considération, ça m'a donné un capital confiance assez important. Ouais. Et puis, en plus, j'arrive, Jean-Marc Furlan, il me dit, bah, écoute, on m'a dit du bien de toi, mais je ne te connais pas. Et on verra ce que ça va donner et tout ça, comment t'aimes jouer, et tout ça. Moi, je lui Mhm. explique et tout ça.
J'avais un peu peur quand il m'a dit que je ne te connais pas parce que je voulais vraiment aller dans un club où j'allais avoir du temps de jeu. Mais ça m'a donné confiance et je me suis dit, je vais prouver. Et ça m'avait permis voilà, en 13 matchs, j'avais marqué 6 buts, on était monté, tout ça, c'était super bien passé. Et après, moi, je me suis dit, s'il reste en Ligue 1 et qu'il compte sur moi, je veux bien terminer. Mais Furlan, il avait dit, je veux bien te garder, mais je pense qu'il te manque quelque chose pour franchir un palier et tu ne seras pas le titulaire en Ligue 1. On a besoin d'une tour devant. Et je lui dis directement, je lui dis, si c'est pour être remplaçant, je préfère être remplaçant à Saint-Étienne. Je rentre à Saint-Étienne, je vais me battre pour jouer dans un club qui est plus fort que Troyes. Et je l'ai remercié de ce passage-là. Mais par contre, à chaque fois que je jouais contre Troyes, je voulais leur montrer qu'ils avaient fait une erreur. De ne pas me garder. Et donc, je marquais tout le temps des buts contre eux et tout ça. Et c'était important pour moi, tu vois. Mais il a développé ce truc intellectuel en moi parce que lui, c'est quelqu'un qu'avant les matchs, il mettait toujours une phrase qui avait du sens. Et c'est surtout, il a une façon de faire jouer ses équipes, une approche du football qui est belle et qui m'a énormément apporté. Il y a ce retour du coup à la SSE. Est-ce qu'il y a une approche après ce déclic-là, après tout ce que tu as vécu et appris à Troyes? Est-ce qu'il y a une approche et une philosophie concernant le football et ta situation à Saint-Étienne qui est complètement différente de celle que tu pouvais avoir quand tu quittes le club pour aller à Troyes? Bien sûr, parce que maintenant, j'avais compris que je n'étais plus un joueur de D2. Parce que quand je quitte Troyes, j'ai joué qu'en D2. Et en tant que remplaçant, je rentrais, je faisais des bons matchs, des bons rentrées. Mais avec 5-6 bons matchs, tu ne peux pas dire que tu es un joueur de Ligue 1 ou un joueur de Ligue 2. Tu dis, on va voir ce que ça va donner. Mais après avoir joué cette demi-saison à Troyes, moi, je sais que mon niveau, ce n'est plus la Ligue 2. Donc, je viens à Saint-Étienne avec la ferme intention de m'imposer. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Mais je me dis, en tout cas, je ne jouerai plus jamais en Ligue 2 parce que je suis au-dessus quand je suis en Ligue 2. Et à l'entraînement, je travaille dur et je vois qu'à l'entraînement, je suis moins tendre qu'auparavant. Je marque des buts, je suis souvent dans l'équipe qui fait gagner les matchs. Et puis après, maintenant, il y a des grands frères comme Erita Ilunga, comme Papus Camara, qui me prennent sur leur aile. Et comme c'est des défenseurs, tu vois, j'avais tendance à dribbler un peu, être moins tueur que je le suis aujourd'hui. Papus, des fois, il me mettait des tacles appuyés après l'entraînement. Il m'expliquait pourquoi il m'avait mis le tacle appuyé. Il me dit, quand tu me fais un crochet, c'est bien, mais tu marques. Si tu veux t'amuser à me remettre des crochets, ça ne passera pas. Tu dois sanctionner. Je me rappelle, ces mots, ils résonnent encore en moi. Il me dit, tu dois sanctionner, tu dois être méchant. Et c'est là, tu vas jouer. Ça a mis un peu de temps, mais c'est rentré. Et Rita, il me donnait un peu cet amour qu'on doit donner à son petit frère, en m'invitant un peu chez lui, avec sa femme. Je mangeais là-bas. Et ça m'a permis de me sentir à l'aise. Et ça m'a permis de me faire accepter, adopter par le groupe. Et c'est comme ça que j'ai débuté, en fait. Il y a une question qui est revenue très souvent de la part des fans, là, quand j'ai dit qui est un peu plus légère, mais que j'ai dit que je t'avais en interview, c'est tu lui demanderas d'où vient sa célébration de panthère qui a été reprise dans FIFA notamment. Alors, du coup, la vraie question, c'est d'où elle vient, d'accord, mais surtout, quelle a été ta réaction quand tu vois que ta célébration elle est reprise dans un jeu aussi populaire que FIFA, par exemple? Quand j'étais petit, en 99, j'intègre le centre de formation et il y a un match Saint-Étienne contre Marseille. Et Alex, il marque, il fait le Lion. Et moi, je débute un jour un match en Coupe de la Ligue, Saint-Étienne-Marseille. Et il y a Fousseni Diawara, il me dit, tu te rends compte, tu vas jouer ce match, si tu marques, qu'est-ce que tu fais et tout. Et moi, je ne sais pas, qu'est-ce que je fais et tout. Je ne sais même pas si je vais marquer. Il me dit, si tu marques, tu fais le Lion et tout, la panthère. Et puis, il s'avère qu'on fait un super match et je marque. Et je commence à faire la panthère, elle est nette comme ça, tu vois. Et puis après, avec toute l'histoire, parce que la panthère, c'est Salif Keita, mondialement connu à l'époque. Ici, il y avait toutes ces télévisions, on aurait été Ballon d'Or. C'était aussi un hommage à Alex et à l'AS Saint-Etienne et surtout à Salif Keita, parce que c'est quelqu'un, quand tu vois un Africain qui a joué avant toi pour ses couleurs, qui a été un succès, tu t'identifies. Et puis, c'est devenu un lion maintenant que je suis à Galatasaray. Et puis, c'était devenu ma marque de fabrique parce que maintenant, ça n'a plus rien à voir avec Saint-Etienne ou Salif Keita ou Alex. Donc, quand tu la vois dans FIFA, pour toi, c'est quoi? C'est surréaliste? Ouais, une fierté parce que c'est un jeu qui tout le monde y joue, des enfants et tout ça. Et le fait que quand il y a un but, les gens se précipitent à mimer ta célébration, c'est beau et ça montre le chemin parcouru.
Bon, tu fais tes gammes à la SSE à un rythme plutôt élevé, on va dire, parce que toi, tu me dis que ça prend du temps, mais dans le monde, en tant que fan, ça va assez vite. Tu m'as dit, tu as été assez lucide pour voir que la marche était trop haute quand tu es arrivé. À quel moment tu te rends compte que la SSE, ça devient peut-être un peu petit? Pas en termes d'histoire du club, qu'on ne se méprenne pas. Tu as un énorme respect pour la SSE, j'en ai. Bien sûr. Non, c'est une Mais en termes énorme. de statut par rapport à ton évolution de joueur et de joueur confirmé de Ligue 1, à quel moment tu te dis, la SSE, peut-être qu'il faut que je joue un petit peu plus haut? En fait, pour être sincère avec toi, j'ai fait une erreur. Voilà, je fais cette magnifique saison avec 16 buts. Je ramène la Saint-Étienne en Coupe d'Europe après 20 ou 30 ans d'absence Mhm. et je fais l'erreur de rester. Alors que je suis en équipe de France, on est en 2008, je fais l'Euro 2008 et je décide de prolonger puisqu'il me donne un bon contrat. Mais surtout, c'est parce que je suis avec mes copains, Blaise Matuidi, Yohan Benalouane, Mamadou Dabo, Dimitri Payet, Pascal Feidouno. On est une bonne bande de copains, mais je fais cette erreur-là à ce moment-là. Et si tu regardes bien, je ne l'ai plus jamais faite. Parce Ouais. que quand je vois à Marseille, j'ai fait le boulot et tout ça, je vois qu'ils attendent un autre attaquant, je m'en vais. Et j'ai appris ça à Saint-Etienne parce que je marque, je deviens international, on est européen, on ne peut pas faire mieux. Ils vont pas acheter, ils n'ont pas le budget de Marseille, ils n'ont pas le budget du PSG, ils n'ont pas ce budget-là. Donc on peut pas faire mieux. Et d'ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, ils ont jamais fait de Ligue des Champions. Au-dessus de ça, c'est la Ligue des Champions. Mhm. Et ils l'ont pas fait. Et donc je fais l'erreur de rester par amour pour les Verts, par amour pour mes coéquipiers, aussi un peu de reconnaissance. Et j'ai des sollicitations à l'époque qui sont Chelsea, Manchester United, Marseille, PSG. Et je dis je reste. Et il s'avère qu'après, 3, 4 mois après, Feidouno, il est transféré. Mon entraîneur de l'époque à qui je tenais beaucoup et que j'étais proche, bah, il s'en va. Et ça devient une année catastrophe et qu'il a fallu marquer un doublé lors de la dernière journée pour maintenir le club. Mhm. Alors on était européen, on a fait une belle campagne européenne, mais en championnat, le club n'était pas prêt. Ça a été difficile, mais j'ai appris. Et puis après, je fais ce départ à Lyon. C'est pour ça que quand Lyon se manifeste, je ne regarde pas si un ancien Stéphano ou pas. Je vois que c'est une opportunité. Un an avant, tu avais Chelsea, tu avais Manchester, tu avais des grands clubs. Là, tu n'as que Lyon et sois très content d'avoir Lyon et va-t'en, quoi. C'est juste la communication parce que les dirigeants aussi, ayant fait une mauvaise saison, ils n'avaient pas budgétisé cette 17e ou 16e place Mhm. et ça fait qu'il y avait un trou énorme et ils étaient contents. Ils sont même tombés d'accord avant moi pour Lyon et puisque moi, pour aller à Lyon, j'ai dû même baisser mes revenus pour partir là-bas, quoi. Malgré Chelsea, malgré ces clubs de cette envergure, et je ne veux pas taper sur quelqu'un qui est déjà sous l'eau, mais en gros, tu me dis que malgré ces clubs-là, tu décides de rester avec tes amis. C'est incroyable. Bah, parce que quand tu es jeune, tu te dis bah, le train il va repasser. Ah, d'accord. Si je l'ai fait une fois avec la même équipe, on va le refaire, on va faire mieux. Et puis Saint-Etienne aussi, ils m'ont donné un très gros contrat. Et tu te dis que bah, tu es une équipe de France, tu prends le choix de la sécurité parce qu'à Chelsea, il y a Drogba et tout. Peut-être tu Oui, vas pas jouer, tu vas perdre ta place en équipe de France, c'est tout vrai. ça. Maintenant que j'ai connu peut-être Lyon ou Marseille après, bah, tu passes le cap, tu vas à Lyon ou tu vas à Marseille, tu vois. Ouais. Et là, tu es bien, ou bien tu vas dans un bon club étranger, intermédiaire, où tu vas avoir du temps de jeu et marquer. Mais tu dois passer ce cap parce que là Saint-Etienne, c'était un bon club, mais c'était un tremplin. Tu me parlais du fait d'être un ancien de la SSU et de passer à l'OL, qui est un peu, Mhm. c'est pas PSGOM, mais presque, quoi. Mhm. Euh, comment tu es reçu par les fans et comment les fans de la SSE, comment tu es reçu par les fans de l'OL et comment les fans de la SSE te traitent? Il y a un rapport particulier parce que tu as quand même tu sors un peu de cette catégorie qu'on peut classer de mercenaires, traîtres, Ah, ce bien genre de sûr, choses. bien sûr. Toi, tu as une personnalité attachante auprès des fans du foot français. Donc, toi, quel est le traitement qui t'est réservé à ton arrivée? Les fans de l'OL, ils m'attendent, ils ne sont pas d'accord parce qu'ils me voyaient faire la panthère. Ils se disent, Mhm. mais avec tous les joueurs qu'il y a sur le marché, pourquoi vous ramenez Gomis? Donc, c'était pas facile. Et puis, Jean-Michel Aulas, pour moi, le plus grand président français, a tenu un discours, a rassuré les supporters, comme il a fait, afin que je reçoive un bel accueil et que je sois bien reçu et que j'ai la chance de pouvoir être accueilli comme un joueur de l'OL, comme un nouveau joueur qui rentre dans une famille.
Et avec Bernard Lacombe, eh ben, ils ont tout de suite été à mon chevet en ayant une discussion, créé une réunion avec les supporters. Et ils attendaient après. C'était pas facile pour moi parce que avant de m'imposer sportivement, il fallait que je m'impose auprès du vestiaire, comme à tout l'environnement lyonnais, Mhm. comme une bonne personne. Mais ils ont fini par m'accepter. C'est vrai que de temps en temps, à Gerland, j'étais sifflé parce que j'étais l'ancien Stéphanois. Mhm. Mais je suis bien content parce que ben, tout ça, c'est aussi du caractère, de la personnalité que mes parents et mon quartier m'avaient donné plus tôt. Et je pense que c'était des moments difficiles, mais quand tu viens d'un quartier avec l'histoire qui est comme la nôtre, on a cette force de caractère. À l'OL, ouais, il y a une concurrence que tu avais déjà connue, une concurrence de très haut niveau à la SSE, mais là, on monte encore en gamme en termes de club, Non, etc., et bien de sûr. talent. Là-bas, tu découvres Lisandro Lopez, tu Mhm. été confronté à la Lacazette. Quand je dis confronté, évidemment, je parle en termes Bien d'attaque. sûr, bien sûr. Des joueurs de ce calibre-là, notamment, je pense à Lisandro, et je me rappelle de certaines associations avec vous deux où parfois vous étiez mis vraiment en concurrence et vous jouez soit l'un, soit l'autre. Lequel de ces talents avec qui tu as été en concurrence t'a le plus marqué dans ta carrière à l'OL? Bon, tu sais, Lisandro, il avait le truc de l'attaquant complet, la grinta, il lâchait rien, Hmm. un vrai attaquant, un vrai numéro 9. Et j'ai appris ça de lui, parce que lui, il a une façon de faire le pressing. Pourtant, c'est pas un gabarit imposant, mais il avait ce truc du numéro 9. Tu vois, c'est un peu ce qui m'a manqué dans mes débuts, tu vois, Mhm. jusqu'à 28 ans. C'est pour ça que je pense que j'ai pas assez de sélection en équipe de France et tout. Quand je suis revenu à l'OM, je dit non, je vais marquer ces 20 buts. Quand Mhm. je vais à Galatasaray, je vais marquer. Je ne dis pas, oh, peut-être, ou Inch'Allah. Oui, je dis non, 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 il n'y aura pas de chance. Je vais faire le pressing. Ça sera moi, ce ne sera pas les autres, tu vois. Mhm. Et Mhm. un attaquant, il doit être comme ça. Il doit avoir une confiance en lui et dire, ça sera moi, ce ne sera pas les autres. Et peut-être de par mon éducation, cette humilité, trop de respect et tout ça, on rentre dans Ouais. une case Mhm. où on laisse un peu la place pour les autres et tout ça. Mais en fait, non. Tu sais, un attaquant, il doit être aussi égoïste. Mhm. S'il n'est pas égoïste, il n'est pas un vrai attaquant. Ouais. Et c'est ce que je n'avais pas. Et Il y a c'est ce que Claude. Lacazette a eu très tôt, parce que le fait de se frotter à nous, Lisandro et moi, et quand tu as 20 ans, c'est ce Mhm. que j'avais pas, tu vois, avec tout le respect que j'ai pour la Saint-Etienne, ils n'avaient Ouais. pas ce genre d'attaquant dans leur rang. Mhm. Tu te frottes à Lisandro, ton coach des attaquants, c'est Sonny Anderson, et il t'apprend ce que c'est un attaquant. Ouais. Et un Ouais. attaquant, ça doit être traité différemment. C'est une diva et avec son caractère, sa personnalité. Des fois, l'équipe, elle a gagné 3-0. Il est content pour l'équipe, mais il n'est pas content lui. Et un Mhm. attaquant, il doit être comme ça. C'est vrai que c'est un peu le point commun que vous avez tous à chaque fois, vous êtes à la fois content pour l'équipe, vous avez un état d'esprit collectif et un état d'esprit individuel qui est un peu plus Ouais, prononcé que les sûr. autres joueurs. Il y a Claude Puel quand même, dont je voudrais te parler un petit peu, parce que Claude Puel, c'est un coach que personnellement j'affectionne par ce qu'il représente dans le foot français, mais qui a beaucoup souffert de son passage à l'OL. Ouais. Et toi, à un degré moindre, tu es quelqu'un de très apprécié aussi dans le foot français, mais tu as aussi souffert un peu de ton passage à l'OL. Est-ce que tu peux me parler un petit peu du discours sportif qu'il tient auprès de toi et de comment il te fait évoluer dans votre Ben, travail en moi, commun? il me fait venir pour me développer parce que c'est un coach qui sait développer les jeunes joueurs. Oui. Et il me dit, ben voilà, moi je compte sur toi, il y aura la concurrence avec Mhm. Lisandro et tout. Il y a beaucoup de matchs et je te fais venir et je crois en toi et tu vas jouer. Ouais. Et donc je joue quelques matchs. La première année, je marque 10 buts, mais je ne suis pas content. Je dis, je vais le voir à la fin de l'année. Je ne suis pas content. Je voulais parler avec toi de la saison parce que ben, voilà, 10 buts, c'est pas assez. Je n'ai pas assez joué. Je ne suis pas un remplaçant. J'ai rien dit, mais ça ne me plaît pas, quoi, tu vois. Et il me dit non, bon, pour une première année, tu venais de Saint-Etienne, c'est bien, tu as montré du caractère et tout ça. L'année prochaine, ça va travail, reviens l'année prochaine et ça va aller. Et puis Lyon, il traverse une période difficile. Et donc, il y a une offre qui arrive de Fenerbahçe pour moi. Et le club dit, ben, on est tombé d'accord avec Fenerbahçe, tu peux partir si tu veux. Je vais voir le coach, je lui dis, mais il y a 2 mois, vous m'avez dit que vous comptez sur moi et tout ça. Donc, dites-moi-le en face s'il y a quelque chose qui a changé et tout ça. Et Claude Puel a dit, non, c'est vrai que le club il est tombé d'accord avec un club. Mais moi, ça ne change pas ce que je t'ai dit. Si tu restes, il y aura une concurrence. Et si tu es le meilleur, tu joueras.
Donc, ça me rassure. Moi, je dis, je vais rester à Lyon et me battre pour ma place. Et c'est vrai que je commence remplaçant et au bout de 2 mois, 1 mois et demi, je gagne ma place de titulaire parce que je lui donne ce qu'il attendait de moi, de garder les ballons, d'être puissant, de marquer des buts, d'être un bon pivot pour l'équipe, remonter le bloc. Et après, je joue titulaire, il décale Lisandro ou bien des fois, je joue à deux avec lui. Mhm. Et c'est pour ça que j'ai toujours eu un grand respect pour Claude Puel, parce que le technicien, tout le monde sait que c'est un grand technicien, de par ce qu'il a fait dans les clubs qu'il a fait. Il a été champion de France avec Monaco, le travail qu'il a fait à Nice, même à Lyon, il a été en demi-finale de Ligue des Champions, contrairement à tout ce que les gens peuvent dire. Après, on n'aime pas, il a sa façon de voir le management, mais en tout cas, avec moi, il a tenu parole, contrairement à des entraîneurs qui seraient allés dans le sens du club. Lui, il a tenu à me développer. Et si aujourd'hui j'ai fait cette carrière, c'est aussi parce que il m'a donné des forces mentales. Parce que avec lui, il faut être un joueur qui se bat, parce qu'il Ouais. attend, il tire le meilleur de ses joueurs au niveau du caractère, de la personnalité. Et c'est ce qu'il faut pour le haut niveau. Vraiment, avec le PSG, j'ai franchi un palier. Tu vas me dire que je suis contradictoire, mais du coup, il y a Claude Puel qui te fait évoluer dans ce sens-là. Et avec Rémi Garde, qui est un coach plus jeune, qui est un coach avec moins d'expérience, un statut confirmé que celui de Claude Puel, malgré ce que tu me décris là en confiance, en évolution en interne, on sent qu'il y a un statut qui évolue encore. On sent qu'en termes de buts, c'est plus fort. Alors qu'il y a sensiblement le même nombre de matchs joués par saison, mais en termes de statut en interne, on sent qu'il y a plus une omniprésence Baffé sur l'attaque que sous Claude Puel. Est-ce que toi, tu as cette impression-là aussi en interne? Comme on n'était plus en Ligue des Champions, le budget il a réduit. Il y a un nouvel ère qui arrive et Rémi Garde veut s'appuyer sur le centre de formation. Donc, je dois un peu plus m'affirmer et je deviens même si je ne l'ai jamais été, mais il y a Lisandro toujours, mais un attaquant qui a un peu plus de responsabilité. Même si mon regret à l'OL, c'est que j'ai jamais été l'attaquant numéro un, parce qu'en fait, quand Lisandro il part, ils essaient de maintenant mettre Lacazette en numéro un, qui le méritait, qui est un très bon joueur, qui progressait. Mais à l'OL, j'ai jamais eu le statut de l'attaquant numéro un. Est-ce que tu as une sensation d'être ce qu'on peut dire sous-côté? Pas sous-côté, mais on ne me donnait pas la reconnaissance que je mérite. Mais c'est aussi de par ce parcours où je choisis un club où je viens de Saint-Étienne, ce n'était pas évident. J'ai une façon de jouer où eux, ils préféraient un peu plus les joueurs comme Sonny Anderson, des profils un peu plus percutants, plus techniques, Lisandro, Lacazette. Et moi, j'ai un autre profil. Des fois, peut-être que ça les énervait, ils n'avaient pas cette patience. On ne peut pas faire l'unanimité partout, on ne peut pas être aimé de tous. Mhm. Mais le plus important, c'est voilà, quand on regarde à Saint-Étienne, mon passage, quand on regarde à Lyon, ce passage, quand on regarde à Marseille ou à Troyes, ce passage, j'ai toujours été un attaquant qui marque des buts et c'est ce que je m'efforce à faire jusqu'à aujourd'hui. Tu es quand même dans un des plus gros clubs français. À quel moment il y a l'idée d'un départ qui naît en toi? Comment elle vient, mais à quel moment elle vient À Lyon, à Lyon? en fait, elle vient pas. Souvent, j'ai des offres de départ, mais Lyon, c'était un club et une ville où je me sentais bien. Mhm. Par contre, je voyais toujours des joueurs comme Hugo Lloris, Michel Bastos prolonger. Et moi, qui marquais des buts aussi. J'avais jamais reçu d'offre de prolongation, mais j'ai rien dit. J'ai travaillé dans mon coin parce que quand on a un contrat, il faut le respecter. Un jour, on arrive à 1 ou 2 ans de la fin de mon contrat et puis je pensais en 2, 3 ans avoir progressé. On me propose une prolongation au même salaire. Et ce n'était pas question de l'argent, c'était que je ne sentais pas cette reconnaissance. Et en fait, on m'a proposé une prolongation parce qu'on ne voulait pas que je parte libre. C'était juste pour essayer de me vendre derrière ou quoi que ce soit. Donc, moi, j'ai dit, non, mais ça ne me dérange pas. Ce n'est pas que je suis content d'être à l'OL. Moi, je vais continuer à marquer des buts. Et puis, s'il y a un club qui me plaît, je partirai. S'il n'y a pas, je partirai libre. J'aurai respecté mon contrat et Mhm. je n'oserais pas apporter sportivement ce que je devais apporter, surtout que mon rôle il avait changé. Désormais, c'était à moi d'encadrer la nouvelle génération, notamment Tolisso, Lacazette, Umtiti, Fekir qui arrivaient, c'était une génération dorée, pétrie de talent. Et ils avaient besoin d'avoir une sorte de grand frère pour les accompagner, même s'ils avaient déjà le talent et on savait qu'ils allaient tous réussir une belle
belle carrière, chose qu'ils sont en train de faire de façon excellente et c'était une surprise pour personne. Du coup, la surprise, Swansea, ça apparaît comme une surprise, même si ton amour pour la Première Ligue, tout le monde le connaît. Parce que quand on pense Première Ligue, surtout à cette époque-là, maintenant, il y a une ouverture. À l'époque, on a quand même une grosse vision top 4, voire top 6. On n'a pas cette vision de Swansea comme étant une passerelle pour toi. Bien sûr. Est-ce que tu le considères comme un tremplin potentiel ou est-ce qu'il y a une vraie idée de challenge à Swansea? Non, en fait, là, pour être sincère avec toi, j'avais beaucoup souffert et choisi mes clubs par défaut. Enfin, pas l'OL par défaut, mais en fait, je sors d'une mauvaise saison avec Saint-Étienne. L'OL, je ne suis pas le premier choix. Ils veulent Gignac ou Loïc Rémy. Ça ne se fait pas. Et puis, j'arrive en troisième choix. Même dans la façon dont ils voulaient me prolonger, tu sentais que je n'étais pas l'attaquant dont il rêvait. Et je voulais trouver un club où je vais être au cœur du projet, où je vais être l'attaquant numéro un et qui vont me donner de l'amour. Parce qu'un attaquant, il a besoin d'amour. Il a besoin de se sentir, oui, voilà, c'est lui qui va jouer, c'est notre attaquant. Et après avoir été à Lyon 5 ans, j'avais marqué 14 buts avec tous les problèmes que ça comporte, parce que j'avais eu des problèmes entre-temps, j'avais été écarté et j'avais perdu ma place en équipe de France et tout ça. Et tu te dis, bon, je vais choisir Swansea parce que c'est une équipe qui vient d'arriver en première ligue depuis 1 ou 2 ans, mais qui joue très bien avec des très bons joueurs. Et donc, je vais avoir des ballons et je vais marquer des buts. Donc, je choisis Swansea comme ça. Malheureusement, ben, je fais l'erreur aussi de ne pas parler anglais. L'adaptation a été difficile, tout ça. Et puis, il devait vendre Wilfried Bony et finalement qui part pas. Donc, je me retrouve à être le deuxième attaquant parce que lui, il a un acquis, il a marqué tout ça. Et donc, je me retrouve voilà, deuxième attaquant et ça fausse parce qu'en effet, je te rejoins. Quand je vais à Swansea, bah, je vais pour jouer. Et quand je me aperçois que ils n'ont pas finalement vendu leur attaquant et que je suis sur le banc, bah, je suis frustré, quoi. Je suis frustré, mais pas abattu. Je me dis, bah, écoute, j'apprends l'anglais, j'apprends une nouvelle culture, un nouveau football avec une autre intensité, avec tout ce que ça demande comme exigence la Première Ligue. Et donc là, je comprends que ben, j'arrive de France, je suis dépassé. Les duels, je ne les gagne pas et tout ça, c'est autre chose. Donc, je prends un préparateur physique, tout ça. Et donc, je prends ma carrière entre les mains et je me dis, voilà, maintenant, je sais ce que c'est, pourquoi les grands joueurs réussissent en Première Ligue, parce que c'est une autre exigence et tout ça. Et pendant 2 ans, je reste là-bas, c'est difficile, il y a des hauts et des bas, il y a des fois où je démarre très bien. J'ai marqué contre toutes les grosses équipes, Manchester United, City, Chelsea, mais j'ai manqué de continuité en termes de temps de jeu. Mais à la fin de cette expérience, j'ai le choix entre revenir à Marseille et jouer à West Ham. Et je leur dis non, je vais encore une fois, parce que si je vais à West Ham, je sais que je ne suis pas l'attaquant numéro un, parce qu'ils disent bah, ça n'a pas marché à Swansea, on le prend parce que ça fait longtemps qu'il joue, mais ça sera un bon complément pour notre équipe. Et Marseille qui disent on n'a pas d'argent, la famille Dreyfus veut vendre, mais ils se disent bah, nous on a Gomis et pour nous Gomis c'est notre Dieu, quoi. Et donc je choisis d'aller à Marseille parce que je sais qu'on va me donner cet amour. Et comme j'avais beaucoup travaillé pendant 2 ans, malgré que je n'ai pas joué, je pouvais relever ce défi qui était de battre mon record de buts en Ligue 1. Mais voilà, je suis allé au bout de cette expérience, je n'ai pas lâché. Et des fois, quand tu travailles, tu n'es pas récompensé tout de suite. C'est vrai. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai été patient, j'ai mangé mon pain noir et voilà, j'ai été récompensé à Marseille. Il y a l'Olympique de Marseille. Bon, on ouvre la page Olympique de Marseille. Il y a beaucoup de gens qui attendent cette page-là et j'ai des questions pour toi. Alors, l'Olympique de Marseille, c'est dans le foot français, je t'apprends rien, quelque chose d'à part. À chaque fois que j'ai un invité dans Call Interview qui est passé par l'OM, je le dis, je le répète, l'OM, qu'on réussisse ou qu'on ne réussisse pas, c'est particulier, ça marque une carrière, ça marque une vie. Bien sûr. La première question, c'est que tu es resté 1 an à l'OM. Pourtant, je te jure, pourtant, dans mon esprit ou dans l'esprit des fans, quand tu en parles, tu as marqué de ton empreinte ce club et ce club t'a marqué, a marqué ta carrière à un point qu'on dirait que tu es resté 4, 5 ans là-bas. Est-ce que tu prends la pleine mesure de l'empreinte que tu as laissée dans ce club-là et de l'affection que te portent les gens là-bas? Bien sûr, parce que tu sais, en tant que supporter de l'OM, enfant de la région, on joue avec le cœur. Et les supporters, ils l'ont très bien vu. Voilà, c'est un maillot pour nous qui veut dire tellement de choses, parce que tous nos amis d'enfance, toute notre famille supporte l'OM.
Et donc, voilà, tu vois, quand on me donnait le brassard et tout ça, tu t'imagines terminer un match et tu as été nul, tu t'es même pas défoncé et tout ça, et puis tu vas voir tes potes. Et comme mes potes, ils n'ont pas leur langue dans leur poche, ils allaient m'incendier, tu vois. J'avais besoin de l'OM, autant que l'OM avait besoin de moi, ça c'est la vérité. Mhm. Et ils m'ont donné, voilà, toute l'importance, tout ce qui m'avait manqué dans ma carrière auparavant. Ils m'ont donné de l'amour, des responsabilités. J'avais jamais été capitaine. Regarde, à Lyon, je suis resté 5 ans. Ils m'ont jamais donné le brassard de capitaine. Je leur en veux pas. J'ai passé des super moments à Lyon et je suis très proche du président, très proche de Rémi Garde et tout ça. Mais pour te montrer qu'ils m'ont jamais donné cette responsabilité d'être capitaine malgré mes 5 années. À Marseille, ils viennent, ils me disent non, tu es important, tu es un grand joueur de Ligue 1, tu vas être le capitaine, tu vas être un exemple pour les jeunes. Et c'est tout ce que j'avais besoin. Ce que je leur ai donné en termes de but, en termes d'émotion, en termes de leadership, c'est juste le juste retour de ce qu'ils m'ont donné. Quand tu arrives là-bas, dis-moi un petit peu, parce que c'est un peu le flou, entre guillemets, pour nous, de l'extérieur, parce que quand tu arrives, c'est Franck Passy qui est le coach, suite à un limogeage. Il y a une période un peu floue, je ne sais pas si toi, qui es dans les papiers, sont un peu plus clair. C'est un petit Marseille quand j'arrive. C'est un Ouais, très c'est petit un peu. Marseille où il y a beaucoup de jeunes. Je me rappelle 2, 3 fois avec Passy, on avait des bons résultats et puis dans les derniers instants, on perd une Ouais, fois, 2 fois, ouais, 3 fois. ouais. Et une fois à Angers, si mes souvenirs sont bons, on gagnait 2-1 et puis ils reviennent à 2-2 où on perd. Et là, je rentre au vestiaire et je pète un plomb. Il y avait un joueur qui s'appelait Zinedine Machache. Ouais. Je, je l'ai attrapé comme ça, je l'ai secoué, je cassais tout. Parce que ça faisait 3 fois qu'il rentrait et bon, on a tous été jeunes. Et il rentrait un peu avec nonchalance et il perdait des ballons et il faisait pas ce qu'on devait faire. Et puis il y avait eu un contre. Il devait faire la passe pour qu'on marque et il a voulu dribbler. Au lieu de tuer le match, on l'a pas tué, on a encore perdu. Et moi, l'année d'avant, Marseille, ils étaient avec une grande équipe, la plus grande que la nôtre. Ils avaient terminé 14e en tant que supporter de l'OM, rentré dans notre région avec tous les problèmes que j'avais, les problèmes de mon père, la santé. Je savais que peut-être de regarder le match, de le voir son fils marquer, gagner, ça allait le stimuler et tout. Je ne pouvais pas accepter de terminer 14e à l'OM. Mhm. Donc, le petit, je l'attaque et je fais exprès de le secouer dans le vestiaire, qu'il voie. On a discuté, on a parlé, mais ça ne suffit pas. Alors voilà, maintenant, soit on va gagner, soit tous les week-ends, il y aura une bagarre dans le vestiaire, mais l'OM doit gagner, quoi. Et donc, je le secoue et tout. Les gardiens, ils me tiennent, je dis, je vais le tuer, laissez-moi et tout là, là. Je t'assure. Et au final, ben, on nous sépare. Il y avait une malle, hein. Je mets un coup de pied dans la malle et tout ça. Et il me calme dans la douche et tout ça. Et après tout ça, les entraînements, c'était nickel. Il y avait de l'intensité à l'entraînement. Et puis, on a commencé à gagner des matchs. C'est ce qui a fait qu'on fasse cette belle année, parce qu'après, il y a eu une belle ambiance. Mais c'était important d'avoir eu cet échange parce que comme quoi un vestiaire, ça doit vivre. Et des fois, les cadres doivent jouer leur partition. Et des fois, quand il y a des caractères un peu plus difficiles, ben, il fallait jouer ton rôle d'ancien que quand j'étais petit, ben, les anciens faisaient Ouais. avec moi comme Papus l'avait fait. Et il Mhm. fallait que moi, je le fasse. Quand on joue à l'OM, on doit vite apprendre parce que le temps, on n'a pas ce luxe d'en avoir quand on joue à l'OM. C'est incroyable. Jamais j'aurais pensé. Jamais je t'aurais imaginé attraper un Ah, jeune. ouais. C'est Ah, incroyable. ce jour-là, ah, Incroyable. c'était chaud. Du coup, ouais, je te disais, bah, c'est vrai, tu as complètement confirmé ce que je disais. On arrive dans un Noël qui est un peu flou, un peu, entre guillemets, plus petit que celui de l'année d'avant. Toi, est-ce que tu sais, est-ce que tu es averti de l'arrivée de Rudy Garcia ou pas? Non, je ne suis pas averti. Je vois le limochage en live de Franck Passy. Et puis, ben, Rudy Garcia arrive et il me dit qu'il veut me voir. On mange à la cantine du club. Et puis, ben, je lui explique un peu tout sur l'équipe, les bons côtés, les mauvais côtés, comment je vois les choses. Je le connaissais un peu de Saint-Étienne parce que Mhm. quand j'étais au centre de formation, il était avec l'équipe première. Ouais. Je lui dis, j'avais beaucoup parlé à Passy de Maxime Lopez. Il le trouvait un peu tendre. Et moi, quand j'arrive, je lui dis, il y a un petit joueur, un petit jeune qui est petit, qui a un profil différent, mais il est bon, il sent les coups et tout ça. Et dans cette réunion-là, je dis à
Rudy Garcia, il faut faire jouer ce petit-là, tu vois. Et c'est vrai qu'un ou deux matchs après, il a commencé à le faire jouer. Et puis c'est comme ça que Maxime, il a commencé à jouer parce qu'il faisait des super entraînements. Il avait ce petit toucher. Il était bon pour faire trouver les décalages au milieu et puis gagner tous ses jeux, tout ça. Et le fait qu'il soit de Marseille, on sentait que la situation, il prenait très à cœur cette situation et il voulait réussir. Donc voilà, suite à cette réunion, Maxime Lopez débute dans l'équipe et pour plus en ressortir jusqu'à son transfert. Donc, même à l'OM, on est dans la continuité de ce que tu faisais à l'OL, c'est-à-dire que ce statut de grand frère, de leader, d'encadrant, entre guillemets, il a été confirmé encore plus Bon, à l'OL. Tu parlais du brassard. c'est important parce que quand j'étais à Saint-Étienne, on m'a encadré, que ce soit Irita Ilunga, que ce soit Papus Camara. Et c'est des joueurs qui ont été des exemples pour moi et qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé à me développer. Et je trouve logique, c'est la suite logique de pouvoir, quand tu vois un jeune, voilà, le métier, ça s'apprend, c'est une route que j'ai empruntée avant eux. Et c'est normal de pouvoir les accompagner. Voilà, je l'ai fait avec Maxime et Thauvin à Marseille, d'autres à Lyon. Et puis maintenant, je prends plaisir quand je vois Samuel Umtiti ou la Casa le faire avec d'autres, ou Florent Thauvin le faire avec d'autres. C'est comme ça, c'est la transmission et c'est important d'aider les prochaines générations ainsi. Bon, il y a ta saison qui suit son cours à l'OM. Saison riche en émotions, saison riche en stats, saison riche en plein de choses. Rapidement, en dehors de la situation contractuelle qui est gênante pour la fin et la vision sportive pour la suite, est-ce que dans ce que tu vis à l'OM, ambiance vélodrome, ambiance autour, rapprochement du cocon familial, notamment avec ton père, est-ce qu'il y a tout vraiment qui est réuni, sportif compris, pour que tu t'épanouisses à Marseille sur du long terme? Pour la première année, il y avait tout. La deuxième année, le club a été racheté avec une forte communication. Le président Hérault, il vient à une réunion et il pose la Ligue des Champions sur la table et il dit, voilà notre nouvelle ambition. OM Champion Project. Et nous, c'est ça qu'on veut. Mhm. Donc, on se regarde tous, les joueurs. Il y avait beaucoup de joueurs qui n'avaient jamais joué la Ligue des Champions et il y Mhm. avait beaucoup de joueurs qui savaient qu'ils n'avaient pas les moyens de rejouer cette Ligue des Champions pour la gagner, quoi. Mhm. Et donc, on se regarde et puis en plus, on est dans le flou parce qu'on ne connaît pas vraiment les moyens qui vont être mis à disposition, si ça va être un City, si ça va être un PSG. On ne sait pas. Donc, on se regarde tous, on se dit, oh là là, où on va. Et puis, on va arriver les nouveaux transferts, comme à l'époque Patrice Evra, Dimitri Payet, qui sont des internationaux. On se dit, bah, les prochains transferts, ça sera aussi des plus grands joueurs. Et puis, bon, on se dit, bah, écoute, ça fait plaisir de débuter. En tout cas, moi, j'étais prêté. J'avais un seul objectif, c'était de réaliser la meilleure saison de ma carrière. Et c'était encore possible. Si je pars, j'aurais été content de poser la première pierre de ce projet en laissant la maison propre, c'est-à-dire en marquant les buts que je m'étais donné comme objectif Mhm. individuel et collectivement, de faire en sorte que l'Olympique de Marseille soit européen, suite à une année où ils avaient terminé 14e. À la fin de l'année, c'est ce qui s'est passé. Et puis, ben, avec la proposition et les discussions, j'ai vu que les dirigeants n'étaient pas pour, aussi même l'entraîneur n'était pas pour que je reste vraiment. Je ne les dérangeais pas si je restais, Mhm. mais ce n'était pas la priorité. Et j'ai préféré partir relever ce challenge en Turquie avec un club qui me désirait. Quand j'ai eu Valère Germain, il y a 2 semaines, qui m'expliquait les chassés-croisés qu'il y avait eu entre vous deux, quand lui arrivait dans les bureaux pour signer, pour officialiser son arrivée, toi, tu le croises dans le chemin inverse, en quittant Ouais, les bureaux, et tu lui ouais. dis, malgré la déception de ne pas rester, malgré tout ce que tu m'expliques là, tu lui dis, bonne chance pour la suite, avec toute la bienveillance qui te caractérise. Lui, il m'a raconté qu'il aurait adoré et il pense que sa situation à l'OM aurait été complètement différente si tu étais resté. Il pense que ça aurait été bénéfique pour lui, il pense que ça aurait été Ouais. bénéfique pour toi et pour l'OM. Est-ce que tu Mhm. partages cette analyse-là? Moi, je partage cette analyse-là, que ça aurait été bénéfique pour lui, mais pas pour moi, parce que moi, j'ai été acheté par la direction du pauvre. Ah oui. Donc, les supporters de l'OM, ils me réidentifiaient comme Ouais. un attaquant qui avait été acheté avec l'ancienne direction, avec peu de moyens. Et connaissant ma région, mon club, je sais
pertinemment que la meilleure décision, c'était de partir. Et puis, il y a un proverbe, comme on dit, nul n'est prophète chez lui. Mais c'est vrai que je le rejoins, son passage aurait été plus remarqué et meilleur s'il aurait eu un attaquant auprès de lui de fixation et que lui, il tourne autour. Bon, le dernier sujet qu'on va aborder dans cette interview, c'est l'équipe de France. Tu le savais, enfin tu le sais, tu le savais à l'époque, la question de double nationalité, binationalité selon les préférences de chacun, elle est hyper importante en France. Si je ne dis pas de bêtises, tu avais l'opportunité de jouer pour la France comme pour le Sénégal. Pour le Sénégal, oui. Est-ce que ce choix, il a été important dans ta vie ou pas? Ou est-ce que ça s'est fait naturellement? Bien sûr, ça s'est fait naturellement, mais il a été important parce que le Sénégal, c'est mon pays aussi. Après, je me suis logiquement orienté pour la France et je ne regrette pas parce que à l'époque, le Sénégal, ce n'était pas organisé comme maintenant. La France, même si je n'ai pas eu beaucoup de sélections, l'équipe de France m'a toujours apporté énormément parce que je me suis toujours comparé à l'élite, aux meilleurs joueurs français pour marquer des buts jusqu'à présent. Tu vois, je me dis, un international français, il doit marquer 25 buts par an. Tu vois, peu importe le championnat, il doit marquer, que je sois en Turquie, que je sois en France et tout ça, toutes compétitions confondues, je marquais toujours. Voilà, si vous pouvez prendre l'attaquant, il y a Giroud qui a fait 100 sélections, vous regardez et vous direz, Bafé, Giroud, Gignac, Rémy, tu vois, ils ont toujours marqué des buts. Après, il y a des choix qui sont faits, il faut respecter, et puis parce qu'on est tous des bons joueurs. Mais ça m'a permis de garder toujours ce fil et cette exigence vis-à-vis de moi-même. Et c'est grâce à l'équipe de France. Mais je pense que j'aurais pu aussi mériter plus de sélections parce que à mon époque, quand j'étais bon à Lyon, il y avait un choix qui était fait, c'était de prendre Waro à ma place. Et je respecte Guillaume Waro, mais j'ai rien à lui envier, tu vois. Je le respecte, il a fait une belle carrière, il a fait des belles choses, mais je pense que j'aurais mérité plus de sélections, plus de buts. Mais bon, c'est comme ça. Je suis quelqu'un qui croit beaucoup en Dieu. Et on a tous un chemin que le bon Dieu nous donne. Moi, j'ai moins de sélections, mais j'ai vécu des moments, que ce soit en Turquie ou en Arabie Saoudite, des expériences uniques que d'autres n'ont pas vécues et peut-être qu'ils ont plus de sélections. C'est comme ça, c'est la vie et les chemins de chacun. Pour ta première sélection, il y a quand même 2 buts, pas vilains, parce que je pense que tu les as encore en tête, ils ne sont pas vilains, contre l'Équateur en 2008. Rapidement, le souvenir que tu en gardes de ce moment où tu as porté le maillot de l'équipe de France, c'est quoi? Franchement, l'équipe de France, c'est au-dessus de tout. Franchement, de jouer pour une équipe nationale, peu importe, pour défendre les couleurs d'un pays, c'est au-dessus de tout. Et de marquer ses buts pour la France, moi qui a grandi avec la génération 98, la Coupe du Monde, la Marseillaise et tout, c'était énorme. C'était énorme de jouer avec Anelka, Henry, Patrick Vieira, Lilian Thuram et tout ça. C'était des joueurs que je voyais tout petit, je rêvais d'eux et regarde, là, je suis avec eux, ils me font la passe, une passe d'Anelka, un but et tout ça. C'était un rêve, un conte de fées. Bon, en tout cas, les autres, je vous invite à aller voir rien que ce doublé. Voilà, pour un souvenir, un petit flashback du passé, allez voir ce doublé de Bafé Gomis parce que même le premier but, récupère un petit ballon de la poitrine, petite bagarre avec un adversaire et frappe de loin en lucarne, il était pas mal non plus. Donc, pour une première sélection, on peut difficilement rêver mieux. Donc, tu m'as répondu, oui, c'est vrai, il y a des regrets par rapport à l'équipe de France. Mais dans ce passage-là, tu m'as énuméré tous les joueurs que tu avais, certains des joueurs que tu avais côtoyés en bleu. Et ça va être la question de notre concours. Alors attention, applique-toi bien. Quel est le joueur qui t'a le plus impressionné pendant ton passage en équipe de France? Et c'est dur d'y répondre. Il y en a deux. Benzema, Ribéry. D'accord. Franchement, c'était deux phénomènes. Franchement, il y a eu tous, franchement, en France, on est pétri de talent. Il y a eu des très, très grands joueurs. Ouais. Mais Benzema, Ribéry, vraiment, c'était. Voilà, regarde, s'ils ont fait 10 ans les deux dans le même club, c'est que les grands clubs n'ont jamais voulu s'en séparer parce que c'était au-dessus, tu vois. C'est vrai que le Bayern Munich et le Real Madrid, ce n'est pas des petits clubs qui jouent le milieu de tableau. Donc, après, il y a eu des bons joueurs. Par exemple, Henry, je l'ai connu. Bon, il avait un certain âge quand je suis arrivé. Il était plutôt sur la fin. Mais vraiment, en termes de talent pur et tout ça, Ribéry et Benzema, c'était très fort. Quand tu as commencé ta carrière, parce que je te revois, tu sais, j'ai des flashbacks quand je te parle, j'ai des flashbacks de toi à la SSE et tout. Quand tu démarres comme ça dans le monde pro, tu te dis que tu vas arriver si loin, que tu auras une carrière si riche ou pas?
En toute honnêteté, non. J'étais surpris de débuter. C'est arrivé Ouais, un jour où ben, il y avait des absents. Lilian Compant était suspendu, je pense, et il manquait un attaquant en équipe première. Il y ouais. avait Michael Dogbé et Antonucci, il m'appelle. Et quand il me met avec l'équipe remplaçant, putain, un phénomène. Quand il me met avec l'équipe titulaire, j'ai les jambes qui tremblotent et je suis nul, tu vois. Et il ne sait pas s'il doit me faire débuter ou pas. Finalement, il s'énerve, il me dit, ah, vas-y, tu ne sers à rien, tu vas être remplaçant et tout. Et puis après, je pense qu'il y a 2-2. C'est un soir à Geoffroy Guichard contre Créteil. Et puis, je rentre 20-30 minutes. Et puis, je fais un 1-2 avec Fabrice Jo et je marque. En sortant, Frédéric Antonucci, il me dit, c'est bien. Il me tape la tête, il me dit, c'est bien, mais il faut que ça dure 15 ans, tu vois. Et aujourd'hui, bah, je suis bien content parce que ça fait 18 ans et je veux vraiment le remercier de m'avoir donné cette chance et surtout d'avoir été très dur et très exigeant avec moi. Parce que quand tu débutes sous les ordres d'Antonetti, c'est vrai que les gens à la télé, ils le voient comme un entraîneur qui a pas sa langue dans sa poche, il parle beaucoup, il crie, mais c'est un entraîneur qui donne beaucoup d'amour et Mm. qui est très exigeant, un peu comme nos papas à l'ancienne, tu vois, ils nous protégeaient, Ouais. mais ils étaient durs avec nous et vraiment tout ce qu'il a fait pour moi, me donner cette chance, mais surtout euh, les ingrédients pour réussir une longue et belle carrière. Bah, tu me parles comment ça s'appelle, des papas, tu me parles de l'entourage, du côté un peu cocon, protecteur. On va parler justement de tes débuts. Dans Call Interview, j'aime bien savoir un petit peu comme d'où, entre guillemets, d'où vous sortez, de l'atmosphère familiale, de tout ce qu'il y a autour de vous avant même le foot. Donc, on va faire un petit saut dans le temps pour que tu m'expliques un peu le contexte familial dans lequel tu vis avant le centre de formation, avant que le foot devienne un niveau si important. En fait, ma mère, c'était une mère au foyer qui s'occupait. Elle a eu 9 enfants, mais il y avait une partie qui vivait avec moi en France, une partie Ouais. au Sénégal. Et puis, on a grandi comme ça dans un quartier sensible de Toulon. Et mon père travaillait. Il travaillait dans les bateaux, il faisait l'amiante, D'accord. il peignait les bateaux, il faisait les routes, tout ça. Il touchait un peu à tout. C'était un bosseur. Il se levait le matin, il prenait son vélo, il allait travailler Mm. afin qu'on manque de rien. Mais du coup, quand tu grandis dans un univers comme ça, avec des parents qui savent ce que c'est que la vie à la dure, entre guillemets, c'est-à-dire se Mhm. lever tous les Mhm. matins, faire un métier difficile, quand ton enfant il commence à te parler de football, la réaction de ta famille, quand tu commences à dire de manière affirmée que le foot devient important, c'est quoi la réaction? Puis voilà, c'était un plaisir. Et j'allais jouer un peu en bas, dans le quartier, comme on sait. Bon. Après, des fois, il y a les entraîneurs qui disent bah, on pourrait avoir Baffé pour lui inscrire sa licence. Et eux, ils voulaient pas, ils n'avaient pas les moyens, ils n'avaient pas budgétisé le fait de payer une licence pour que je joue Hmm. au foot. Et il joue en bas et il remonte. Et puis le plus important, c'est l'école, quoi. Mais les clubs du quartier, ils insistaient pour m'avoir parmi leur équipe. Ben là, ils commençaient à dire, ah putain, c'est qu'ils se débrouillent plutôt pas mal, tout ça. Donc, ils m'ont laissé faire. Et puis, petit à petit, ben, le club phare de la région, qui était le Sporting Club de Toulon, ils ont tout fait pour me récupérer. Et ils commençaient à avoir beaucoup d'Africains qui se révélaient en professionnel, notamment mon agent Etienne Mendy. Et les parents, comme moi, on se dit ben, pourquoi pas moi un jour, mais ça reste un rêve. Quoi. Tu dis bah, je suis à des années-lumière, ça va jamais arriver, mais on se dit pourquoi pas. Donc, Hmm. Et du coup, bah, tu me dis, tes parents, ils n'avaient pas forcément budgétisé les frais d'une licence de foot, qui, c'est vrai, dans une famille dite lambda, c'est quand même des frais. bien sûr, bien sûr. Ça représentait un sacrifice pour la famille quand même. Énormément, parce que en fait, quand j'ai commencé après à aller dans le club professionnel de la région, Ouais. mon père, franchement, et même quand des fois je loupais un entraînement parce que je voulais jouer avec des potes dans le quartier, il y avait des tournois interquartiers Mhm. et il fallait représenter notre quartier de la meilleure des manières. Donc je Ouais. laissais un peu mon club pour mon père. Il venait me chercher, il me tapait, il me ramenait à l'entraînement. Il me dit, non, tu es sérieux et c'est important. On a payé une licence et tout ça. Tu dois venir à l'entraînement et être sérieux. Payer les crampons, je me rappelle, c'était un coût énorme. Mais il me dit, quand tu commences quelque chose, tu les termines. Et c'est très important. Et je pense que ça a été la clé de ma réussite parce que j'ai eu un père, malgré qui n'ait pas fait des études. Il a eu cette intelligence. Et cette intelligence, c'est l'expérience de la vie.
Ouais. Il voulait que je manque de rien quand il y avait un tournoi. Je ne sais pas comment il faisait. Il me donnait un peu d'argent de poche pour pas que je demande aux autres, pour que entre un match, je pouvais acheter une canette ou un petit sandwich. Euh, il a tout fait, vraiment, il a vraiment tout fait pour que je n'ai pas de complexe d'infériorité. Bien sûr, il y avait des choses où ben, c'était des extras et je n'avais pas besoin, mais le strict minimum, je l'ai toujours eu. Hmm. Une belle paire de crampons. Des fois, ben, quand j'avais faim, acheter un sandwich ou quoi, mon père, il a toujours tout fait pour que, que je manque de rien et que je puisse me consacrer juste à passer un bon moment avec mes coéquipiers. Hmm. Et il était fier quand le tournoi il était terminé. Il dit, ben, mon fils, il a terminé meilleur buteur, rentré avec les coupes. C'était cette fierté-là qu'il avait quand il repartait le lundi matin. Mais sans se projeter qu'il va être professionnel, comme tu peux voir aujourd'hui, des parents qui crient autour de lui. Il restait dans son petit coin, il regardait. Ouais. Des fois, même, il me faisait des petits massages. Il achetait des petites crèmes, il me faisait des petits massages pour que je sois prêt pour les matchs. Non, vraiment, à son niveau, j'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a transmis des valeurs, mais surtout qui m'a mis dans un petit concon et m'a donné tout l'amour d'un fils qui avait besoin. Fou, ça m'impressionne tout ce que tu me dis parce qu'aujourd'hui, il y a des parents comme ceux que tu me décrives là, des parents qui restent à leur place, qui donnent le meilleur à leurs enfants, mais il y a aussi tellement de parents qui voient le foot comme une opportunité familiale, Ouais. plus que le destin ou l'avenir de leur enfant, qu'aujourd'hui, on s'y perd un petit peu. Mais là, ce que tu me décris, ça me met des frissons un petit peu, tu vois. Donc, du coup, tu me dis quand même, malgré la différence de revenus, tes parents, ils ont toujours, surtout ton père, a toujours fait en sorte que tu ne manques de rien. La difficulté principale que tu rencontres quand tu rentres au centre de formation, quand tu rentres vraiment dans le foot sérieux, pré-pro, c'est quoi? L'éloignement de la famille, parce qu'on avait une famille très, très soudée, Ouais. des amis, tu vois, dans le quartier, j'avais des amis qui sont toujours les mêmes, mais on était très, 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 très unis, très Mm, soudés. Et le mm, fait de m'éloigner, moi qui n'avais pas l'habitude de vivre loin de chez mes parents, ça a été très dur. Le déchirement, mon père, il m'amène à l'aéroport, à Marignane, et il me dit, ça, c'est une chance pour toi, c'est une opportunité, ne la gâche pas parce que tu risques de le regretter toute ta vie. mm, Le fait de pouvoir aujourd'hui intégrer un centre de formation, avant de nous aider à nous, tu vas t'aider à toi, ta mm, future famille, tes enfants et tout ça. J'avais 13 14 ans, mais il m'a parlé comme un homme. Et il ouais. m'a dit, par contre, si tu la gâches et que tu ne respectes pas cette chance que le bon Dieu t'a donnée, je vais t'envoyer en Afrique voir tes cousins, comment ils vivent, comment c'est difficile. Parce que toi, tu as une chance qui t'est donnée, ne la gâche pas, parce que ça risque d'être différent pour le futur, pour toi. Et j'ai toujours fait en sorte de ne pas le décevoir. Même, par exemple, des fois, j'avais des amis, quand je me sentais bien, ils faisaient le mur pour aller voir les copains, les copines, ou des concerts, ou sortir. Je ne sortais jamais. Moi, je restais au centre de formation avec Mamadou Dabo, qui venait du Sénégal, qui est un ami, le parrain de mon fils. On passait nos journées, on regardait tous les matchs de Ligue 1, de Première Ligue, on jouait à la PlayStation, mais on sortait jamais. Et même dans ces moments-là, alors que j'avais un petit contrat aspirant, tu vois, je gagnais 300 euros par mois, il me donnait de l'argent, il me disait, tiens. Et moi, quand je revenais un mois et demi après, je lui redonnais son argent. Je lui dis, je suis nourri, je suis logé, j'ai pas besoin d'argent, aide mes frères et sœurs à faire des cadeaux, les écoles, il y a des frais et tout ça. C'est que mon père, malgré que j'ai gagné l'argent, après j'ai gagné énormément d'argent, il est toujours resté un père. Et il y a Ouais. beaucoup de parents, malheureusement, que quand leur enfant il commence à gagner de l'argent, c'est eux qui décident. C'est les enfants qui décident. On fait ci, on fait ça. Moi, mon père, même j'étais un professionnel, je n'ai pas honte de le dire, paix à son âme, quand je ne voulais pas ou il n'était pas d'accord, j'ai joué en première division, il me collait une claque et il me Mm, disait tais-toi et tout ça. C'était dur de recevoir une claque alors que tu as 21 ans, 22 ans et tout ça. Mais je le remercie parce qu'il est resté un père. ouais. Et malheureusement, je vois beaucoup de joueurs professionnels ou amateurs, à l'arrivée de l'argent, leur père, ils n'osent plus leur dire la vérité. Mm. C'est plus leur enfant, ils n'ont plus d'autorité sur leur enfant. Et mon père a toujours eu cette autorité jusqu'au dernier jour. Et je le remercie parce qu'il a fait de moi un homme avec des valeurs. Et comme on dit, on est star avec tout le monde, mais on n'est pas star avec sa famille. Ouais. Après, comme je dis toujours, les relations, c'est deux sens. Si tu ne veux pas l'autorité de ton père, il ne peut plus l'avoir sur toi. Donc, c'est aussi une marque de respect de Ouais, ta part. ouais, ouais. Non, non, bien sûr, De bien sûr. respect de Non, ta mais part après, en Mais c'est tant que vrai ce que famille tu dis. africaine, la bénédiction parentale, Ouais. c'est important.
les parents, voilà. Tu vois, aujourd'hui, je rêverais qu'ils viennent et me disputer avec lui, Ouais. qui me dit je suis pas d'accord, qu'il m'engueule une ou qu'il me fasse la gueule. Il est plus là. Et franchement, ce manque, j'arrive pas à le combler. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai sportivement, financièrement, le bon Dieu, il m'a donné une vie au-delà de mes espérances. Mm. Mais je ressens toujours ce manque et ce manque d'amour d'un père qui t'a accompagné de partout. Donc, voilà, si je peux donner un conseil en toute humilité aux prochaines générations ou aussi aux parents qui vont avoir des enfants footballeurs, voilà, entourez-les, protégez-les, accompagnez-les. C'est vrai que ce n'est pas les mêmes générations, mais gardez votre autorité et vos valeurs parce que bah, la réussite, c'est vraiment avant tout une aventure humaine et il faut garder ces valeurs. Parce que tu sais, je pars en Angleterre, je me dis, je ne vais jamais revenir jouer en France. Après, en Angleterre, à Swansea, ça se passe mal. Et puis, il y a cette porte qui s'ouvre à l'Olympique de Marseille. Ben, les choses se font, je baisse mon salaire et tout. Et mon père était malade, je le vivais mal d'être loin de lui et tout ça. Entre-temps, tous mes potes, ben, il y en a beaucoup qui ont viré dans le mauvais côté. Ouais. Bon, comme c'est une interview de sincérité, j'ai même aussi mon frère qui était mon agent, il est Ouais. tombé un peu dans la délinquance et tout ça, donc il continue les allers-retours en prison et tout ça. Donc, Ouais. je ne suis pas pour ce retour à Marseille, tu vois. Mais ben, mon agent, il me dit, écoute, ça fait 2 ans que tu ne joues pas à Swansea. Tu me dis que c'est pas parce que tu n'es pas bon, c'est des choix d'entraîneur. Je Mhm. l'entends. Mhm. Mais tu sais, Marseille, c'est un club. Quand tu reviens et que tu es bon, on te donnera la reconnaissance que tu mérites. Et si tu es nul, bah, voilà, tu sauras que voilà, le problème, il ne venait pas de l'entraîneur, il venait de toi. Ouais. Et j'accepte le challenge comme ça, mais aussi, ben, il y a plein de choses autour parce que j'aurai la chance de pouvoir fêter ces dernières victoires, ces derniers buts avec mon père, et le Mhm. stimuler. Parce que tu sais, quand je joue à Lyon, même s'il était fier, même si c'est un très grand club, aussi grand que l'OM ou à Saint-Etienne, lui, il habite à Toulon. À Toulon ou à Marseille, ils sont supporters de l'OM. Mhm. Tu vois, quand il allait Mhm. aller acheter le pain, ils n'allaient pas lui parler de Lyon. Ils lui disaient, oh, c'est bien, votre fils, alors il va bien. Mais ils n'allaient pas lui dire, merci, votre fils, il nous a fait gagner, on était au match hier et tout, oh là là. Ouais. Tu vois, et même quand il est dans son lit d'hôpital, les infirmiers ou les infirmières, ils venaient, oh alors, votre fils, c'est quand qu'il vient, il a marqué, on l'a vu, vous êtes content. Et ça lui donnait de la fierté, tu vois. Ouais. Et c'est ce que l'OM m'a donné quand malheureusement, il est mort dans mes bras, il m'a transmis le relais, le témoin. Il m'a dit occupe-toi de la famille. J'ai eu la chance qu'il me dise tout, au revoir, tout ça, de le voir partir. Pour moi, voilà, même s'il est parti trop tôt, ben, les choses, ils ont été bien. Et puis après ça, j'ai été épanoui parce que de le voir malade, c'était difficile. Mais le voir partir alors que je joue à l'OM, alors que sincèrement, je n'ai jamais imaginé jouer à l'OM, même si c'était le club phare de mon enfance et que c'était mon club de cœur. Mais j'ai Mhm. toujours eu peur de revenir dans cette région. Tu vois, je me Mhm. dis, c'est pas bon entre Ouais. la relation avec mon frère qui était pas au mieux, mes relations avec mes amis dans le quartier. Tu sais, en Mhm. plus, maintenant, les mentalités dans les quartiers ont changé. Maintenant, bah, il y a des trafics de stupéfiants, ça tire, ça fait. C'était pas la bonne chose Ouais. pour moi et je voulais garder l'image que j'avais de mon quartier quand je l'ai quitté, tu Mhm. vois, où il n'y Mhm. avait pas de différents, il n'y avait rien qui pouvait se mettre entre nous. Et les Ouais. mentalités ont changé, comme la France a changé. Et je voulais pas, j'avais peur. Franchement, c'était une de mes craintes. Ouais. Mais finalement, ce passage, ça s'est très bien passé. J'ai aussi des amis qui m'ont bien protégé, qui m'ont coucouné. Et j'ai pu faire vivre une dernière année à mon père où il a vu son fils marqué comme jamais en Ligue 1. Ouais. Et puis moi, quand je le vois repartir dans mes bras, ben, ça m'a apaisé. J'ai vu il est parti heureux. Et puis ben, c'est pour ça qu'après, j'ai enchaîné les buts et les bonnes performances. Et j'avais fait mon devoir à Marseille parce qu'après, ils ne pouvaient plus me garder et tout ça. Et j'avais fait le choix de rejoindre Galatasaray Ouais. et, Ouais. et voler de mes propres ailes. C'est une belle histoire avec ton papa. C'est Ouais, une une belle très histoire. belle histoire. Ouais, c'est une très belle histoire. J'ai passé un moment aussi magique que ce que j'espérais, si c'est pas mieux. Donc, franchement, merci beaucoup. J'attendais ce moment, les fans l'attendaient.
Et c'est tout ce que tu as dit avant sur le fait que tu attendes même toi ta place dans ce show-là, ça me flatte beaucoup. Donc Voilà. merci, mon ami. Merci Tant beaucoup. mieux. Bisous, ciao, ciao. Les Merci. autres, on se retrouve bientôt dans Call Interview. Prenez soin de vous et on continue de kiffer le foot ensemble. Ciao.